Hi everyone, this is Fabian from bilingueanglais.com. Alors, une petite vidéo ce soir. L'autre jour, je vous ai envoyé une question aux abonnés de bilingueanglais.com. La question c'était: qu'est-ce que vous aimeriez améliorer à l'oral en anglais, que ce soit en compréhension ou en expression? Et vous avez été nombreux à répondre. Alors, j'ai organisé vos emails, j'ai copié-collé les phrases clés dans vos emails, et ensuite je les ai organisés par thème. Donc, qu'est-ce qu'on a? Comment lire l'anglais pour les francophones, l'orthographe, la compréhension orale pour les francophones, la compréhension orale et comment elle interagit avec les différents accents anglais, parce que tous les anglophones ne parlent pas de la même manière, la prononciation, comment bien articuler, comment bien être compris, l'expression, trouver ces mots. C'est une chose de pouvoir prononcer l'anglais, il faut encore pouvoir trouver ces mots rapidement, facilement, c'est ce qu'on désire, pour se sentir bien, pour que la communication soit agréable. Et puis des questions sur l'oral, les méthodes, les activités à pratiquer, les audios, YouTube, des choses comme ça. La vitesse, la fluidité, et les peurs, les blocages, comment améliorer son accent. Et alors, j'ai pas mal réfléchi à tout ça. Et ensuite, j'ai essayé de transformer ça en programme, avec différents points. Et alors, je vais faire le tour de tous ces points-là. Et ce que j'aimerais, c'est que vous me laissiez des commentaires sous la vidéo, ou que vous m'envoyiez un message en répondant au mail que vous avez reçu, et que vous me disiez qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, sur quoi vous avez des questions, et puis est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, est-ce qu'il y a des points qui pour vous sont importants à l'oral en anglais, mais dont je n'ai pas parlé. Euh, alors tout ça c'est un aperçu aussi, donc le but avec ça c'est de créer un programme pour s'améliorer à l'oral en anglais, et je ne veux pas juste le créer tout seul dans mon coin, je veux vraiment que ce soit interactif. Il y a un cours qui va naître de tout ça. Si ça vous intéresse, participez au cours et vous pourrez me poser toutes vos questions. Ce sera en direct, ce sera interactif. Je vous poserai plein de questions avant chaque module. Mais voilà, j'ai quand même un aperçu, un petit plan du module. Alors par exemple, le premier module, ce serait... On va faire le tour d'abord. Comprendre l'anglais oral, les grandes lignes, les phonèmes. Les phonèmes, c'est les sons les plus importants dans une langue. C'est les sons qu'on a l'impression d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Si je dis i ou i en français, pour nous c'est juste un i. C'est juste un i, on s'en fiche, on a un seul i en français. On a l'impression d'avoir un seul i en français. Par contre, en anglais, on a deux types de i. On a le i, on projette la voix, on a et. C'est plus central, ça passe plus par le nez, c'est plus comme vertical comme son. Alors ça peut nous sembler identique en tant que francophone. Mais en tant qu'anglophone, si on parle anglais depuis qu'on est petit, les deux sons sont totalement distincts. Et c'est ça, un phonème, c'est un son bien distinct de la langue. Et pour bien comprendre l'anglais oral, il y a plusieurs choses, mais c'est une des choses de base, bien distinguer les sons qui existent dans la langue. De la même manière qu'un anglophone les perçoit. Ensuite, un deuxième point, c'est comprendre l'anglais oral, mais cette fois-ci avec un niveau de détail supplémentaire. On appelle ça les allophones, le fait que plusieurs phonèmes, plusieurs sons de base peuvent se produire, peuvent se dire, peuvent se réaliser, on dit, de plusieurs manières différentes. Un très bon exemple pour ça, je trouve, c'est le son T. Il y a plein de T différents en anglais. On peut dire un vrai T, on peut dire T, on peut dire what, on peut dire what, mais c'est un peu violent, c'est un peu trop direct. On dit plutôt what are you talking about? C'est pas un T avec la pointe de la langue, c'est un coup de glotte, on appelle ça what. On a aussi le T qui ressemble presque à un D, avec la pointe de la langue, parfois les deux se combinent. On a plein de T différents. Et alors si on utilise juste des T français, franchouillards partout, on peut être compris. Mais si on apprend à observer qu'il y a plusieurs manières de produire un son bien précis, on se met à l'observer partout, on se met à mieux comprendre, et puis ça devient aussi plus facile d'imiter ce son-là, et d'améliorer son accent, et d'être plus facile à comprendre. On va revenir sur ces points-là, mais je fais juste un tour des modules rapidement. Prononcer l'anglais avec un bon accent. Alors là, surtout, on va parler de la prosodie, on appelle ça. Dans le langage courant, on appelle ça la musique de la langue. Qu'est-ce qui donne sa musique à la langue? Et ces choses-là, on peut se dire que c'est un peu optionnel, qu'on n'a pas vraiment besoin de le faire, mais si on se met à bien l'observer, une fois de plus, ça va être plus facile à imiter et ça va être plus facile de comprendre. On va y revenir.
Prononciation à gogo, la prononciation au sens d'articuler les sons de l'anglais. Trouver ces mots en anglais. Comment penser en anglais, ça veut dire aussi, ça veut dire pas mal de choses différentes. Comment se créer des automatismes pour parler sans avoir à réfléchir. Pour y arriver, on a besoin de s'entraîner. Parlons un peu de la différence entre les natifs, ou comment on apprend dans une langue natale et comment on apprend une langue étrangère, et en quoi on peut imiter les natifs même à l'âge adulte pour apprendre. Voilà, ça fait 5 modules. Et puis ensuite, on parlera de ce qu'on trouvera tout au long du programme, le format, des techniques, des petites questions que j'ai pour vous. Ce que j'aimais dans cette vidéo-là, c'est faire le tour de plein de techniques différentes. Si on voulait tout voir en détail, je pense qu'il y en aurait pour 7 heures, 10 heures peut-être. Là, je vais essayer de faire tenir la vidéo en 10-20 minutes. On ne pourra évidemment pas aller dans le détail sur tout. Mais voilà, j'espère que vous allez apprendre des choses ce soir, que vous allez découvrir des choses. Et dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire, sur quoi vous aimeriez avancer, qu'est-ce que vous aimeriez creuser. Alors, un premier concept, écouter avec la bouche. Alors, écouter avec la bouche, j'en parlais il y a pas très longtemps devant ma fille qui a 3 ans. Et je disais donc voilà, écouter avec la bouche, ça fait une différence. Et ma fille me dit, mais papa, on n'écoute pas avec la bouche, on écoute avec les oreilles. Et évidemment, on écoute avec les oreilles. Alors qu'est-ce que ça veut dire écouter avec la bouche? Et justement, c'est quelque chose que font les enfants, c'est quelque chose qu'on a fait quand on apprenait le français, si c'est notre langue natale. Écouter avec la bouche, ça veut dire essayer de s'imaginer ce qui se passe dans la bouche de la personne qui parle lorsqu'on l'écoute. Alors le mieux, c'est si on peut le faire en face à face, parce qu'on ne peut pas voir dans la bouche, mais on peut au moins voir les mouvements des lèvres, on peut peut-être voir la langue dépassée, on peut voir à quel point la mâchoire est ouverte, ce genre de choses. Ensuite, c'est un exercice qu'on peut faire et qu'on a besoin de faire aussi le plus souvent lorsqu'on écoute juste de l'audio ou qu'on regarde une vidéo. Et comment dire, c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. Si vous écoutiez un enregistrement, je ne sais pas, dans une langue quelconque, une langue que vous n'avez jamais entendue, en l'écoutant, vous pourriez quand même vous imaginer ce que fait plus ou moins la personne avec sa bouche. Est-ce qu'elle fait des consonnes où elle bloque le passage de l'air, ou est-ce qu'elle fait des voyelles où le passage de l'air est libre? Est-ce qu'elle fait ça avec l'avant de la bouche, l'arrière de la bouche? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses lèvres? C'est dur d'être super précis, mais on a tous cette capacité à se représenter ce que fait la personne en face de nous. C'est un exercice que j'ai fait il n'y a pas longtemps, par exemple, sur une langue que je ne parlais pas. Je ne savais même pas quelle langue c'était. Il savait que c'était du yiddish. C'était un vieux film des années 20. C'était un extrait de film. Et c'était un petit jeu, un petit concours. On était plusieurs à participer. Et alors, l'intérêt de cet exercice-là, c'est que ça nous réapprend à écouter. Et écouter, ça doit être la base lorsqu'on apprend une langue, au moins une bonne partie du travail. Malheureusement, quand on apprend une langue, on a tendance à se précipiter sur le texte, en pensant que le texte c'est la solution à tout, et on se retrouve à lire de l'anglais pendant 10 ans à l'école sans le savoir prononcer, et au lieu de parler anglais avec un accent anglais d'un pays choisi, on parle juste anglais avec une prononciation imaginée, une prononciation franco-anglaise, franglaise. Et donc, une solution pour remédier à ça, c'est d'écouter avec la bouche. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'aller trop dans les détails, mais il y a plusieurs aspects à ça. Il y a la posture, par exemple. La posture, je vais vous donner un exemple. En français, tu vois ce que je veux dire, un œuf, en français, les lèvres sont très actives, on parle beaucoup avec l'avant de la bouche en français. Tu vois ce que je veux dire, le U, c'est un son très français, qui n'est pas présent en anglais. U. Et maintenant, si on compare avec l'anglais américain, alors il y a plusieurs accents en anglais américain, on va prendre l'anglais américain standard, son surnom c'est le General American, on ira dans les détails une autre fois, mais l'accent que vous entendez, par exemple, si vous écoutez les actualités, ou une voix off, ou une publicité américaine, c'est un accent qui est détendu. La mâchoire souvent est détendue, la mâchoire est ouverte. Ça vient plutôt de l'arrière de la bouche. You know, I'm relaxed.
un stéréotype pour ça, ou une image qui peut être utile. Ça pourrait être un surfeur californien détendu. You know, dude, you know, life's nice, I'm relaxed. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que notre bouche a tendance à rester dans une posture ou une autre, selon notre langue natale, et on a intérêt à changer ça à la demande en faisant un petit effort, en observant c'est quoi la posture des gens, et essayer de l'imiter. C'est un exercice tout simple. Si on l'a jamais fait, on n'en bénéficie pas. Et si on commence à le faire, on va commencer à observer des choses. Et l'avantage, c'est que quand on adopte la posture d'un accent donné, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de produire les sons de cet accent-là. Ça demande moins d'efforts de produire les sons de ces accents-là. Ensuite, la prononciation. Alors la prononciation, c'est large. Les voyelles, les consonnes. Le voyelle, c'est quand l'air passe de manière libre. Et en ce moment, si je fais par exemple le son I, essayez chez vous le son I et le son OU. Le OU, on pourrait le faire de deux manières d'ailleurs. OU ou bien OU. OU, OU. Il y a plusieurs manières d'utiliser les lèvres. Mais faisons juste I, OU. I, OU. Au-delà des lèvres, vous devriez pouvoir sentir I, là je suis à peu près au milieu, I, que votre langue recule. I, et ça produit un son différent. Là, c'est beaucoup plus visible. La mâchoire s'ouvre et on passe d'un I, une voyelle fermée, à un A, qui est une voyelle ouverte. On peut aussi essayer de le faire en jouant juste sur la langue, sans servir de la mâchoire. Ça pourrait donner l'impression qu'on parle dans sa barbe un peu. Par rapport à l'anglais américain, le français est beaucoup plus fermé au niveau de la mâchoire. Et on pourrait trouver des Américains qui parlent avec la bouche fermée, comme ça, qui parlent un petit peu dans leur barbe. Mais la tendance en américain, c'est de bien ouvrir la mâchoire pour les voyelles ouvertes. Pour les consonnes, c'est un peu la même idée, sauf qu'en plus, avec les consonnes, c'est un peu plus facile parce qu'on peut sentir où est-ce qu'on bloque le passage de l'air. Si je fais par exemple le son B, on sent l'accent sur les lèvres et puis on la voit aussi. C'est plein de détails sur lesquels on peut passer des heures et c'est ça qui est intéressant. Dans cette vidéo-là, on n'a pas le temps. La prosodie ou la musique de la langue. Est-ce que l'intonation monte? You know, I'm maybe asking you a question, or maybe I'm getting upset, and you know my voice tone is going up. Ou est-ce que ma voix descend? You know what I'm saying. La voix descend. C'est aussi la musique de la langue. C'est aussi est-ce que les voyelles durent plus ou moins longtemps? La durée des voyelles va être différente selon le contexte et d'une langue à l'autre. Et voilà. Écouter avec la bouche, c'est écouter l'audio et essayer de se représenter tout ça. Comment on fait ça concrètement? Il n'y a pas besoin de prendre de l'audio très long. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit morceau d'audio ou de vidéo de 2-3 secondes que vous n'arrivez pas à comprendre. Peu importe ce que c'est, prenez quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre et répétez, et demandez-vous ce que fait la personne avec sa bouche. Et essayez de répéter en même temps et comparer ce que vous faites avec votre bouche, que vous font vos muscles, les lèvres, la langue, tout ça. Et dites-vous, est-ce que c'est pareil dans ce que j'entends? Et on a tous cette capacité à faire ça. Et à force de l'exercer, parce que ça fait des années qu'on ne l'a pas exercé, eh bien, la capacité revient de manière plus vive et plus facile. Il y a plusieurs types de... Alors ensuite, quand on fait ça, on peut aussi essayer de l'écrire en phonétique. On n'est pas obligé, on pourrait essayer de l'écrire en phonétique de manière détaillée ou pas détaillée. On pourrait essayer juste d'écrire l'orthographe du mot. C'est vraiment intéressant. Par contre, je pense qu'on n'a pas le temps pour ça, pour une vidéo de 10-20 minutes. Ça nous amène aussi tout ça à une question toute simple. C'est quels sons on essaye de distinguer. Si j'entends un I anglais, c'est quel I? Où est-ce qu'il est produit dans la bouche? Et quel sens il a? Est-ce que c'est peach, une pêche? Ou est-ce que c'est pitch, la hauteur de la voix? Et on peut voir ça comme une idée de case
ou de seau en anglais, buckets. Quand vous entendez un son, mentalement, dans quelle case vous le placez? Et c'est ça les phonèmes. Euh, Par exemple, les Japonais, lorsqu'ils entendent un son R, ils vont entendre un son L. Ce qui pour nous serait un son L ou ce qui en anglais serait un son L, parce que les Japonais, en japonais, dans la langue japonaise, il n'y a pas de son R. Et un son L, au niveau de l'articulation, ça ressemble beaucoup à un son L, et du coup, les Japonais les confondent. Il y a des exercices qu'on peut faire pour les distinguer. Si un Japonais écoute des sons R, des sons L, enfin surtout des sons R, et qu'on lui dit t'as bien entendu ou t'as mal entendu, et qu'il s'entraîne comme ça à écouter des sons avec du feedback pour lui dire s'il a donné la bonne réponse, son oreille va s'améliorer. J'ai fait un petit programme pour ça, audio contraste, je pourrais mettre le lien. Mais voilà, cette idée, quels sons on est en train d'essayer d'entendre, et c'est important parce qu'on peut produire que les sons qu'on entend. Si vous n'entendez pas bien la différence entre les deux i anglais, vous allez avoir du mal à les produire. Et il y a un point important que les cours d'anglais, même les meilleurs, ont tendance à négliger, c'est que tout le monde ne produit pas les sons donnés de la même manière, selon le contexte et selon la personne. On ne parle pas tous exactement de la même manière. Ça veut dire que si vous regardez un schéma de phonétique avec cette espèce de losange qui vous montre où sont placées les voyelles, avec des points bien précis, ben en vérité, les voyelles, il n'y a pas juste un point précis où on peut les faire. Il y a toute une gamme, toute une région dans laquelle on produit les voyelles. On va y venir avec un exemple. Ensuite, je vais passer des choses, faute de temps. On va passer aux allophones. Les allophones, ça veut dire qu'un son bien précis peut se produire de plusieurs manières. Je vais prendre un des exemples les plus parlants en anglais, surtout en anglais américain, c'est le son T. Il y a plein de sons T différents en anglais américain. On peut dire un T quasiment français, T, T, T. On peut dire un T qui est un petit peu aspiré. Par exemple, si je dis le mot tomato, tomato, le T du début du mot, t, c'est un peu comme un T français, sauf qu'il y a comme un petit délai entre le moment où je commence à faire mon T, et ensuite le moment où je le relâche et où je commence à avoir de l'air qui sort de la bouche, où je commence à voiser les sons. T, t, t. Ça ressemble un peu à Homer Simpson. T, t. Mais en début de mot, c'est le T le plus courant. T, tomato, tomato, et pas tomato, 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 tomato. Pour rester sur le même mot, à l'écrit, il y a un T au début et il y a un T dans la dernière syllabe, mais si vous écoutez bien, en anglais américain, c'est tomato. C'est quasiment un D, le deuxième T. C'est un T qui est voisé, c'est-à-dire qu'au lieu que les cordes vocales ne vibrent pas, les cordes vocales vibrent plus ou moins. Tomato, tomato. Ensuite, il y a encore un autre T, ce serait le T de what. What are you talking about? What are you talking about? On peut utiliser la pointe de la langue encore, mais surtout on donnera ce qu'on appelle un coup de glotte, ou faire un what, what, what. On bloque l'air quand l'air sort de la gorge. What. Et ça aussi c'est un type de T. On peut distinguer 3, 4, 5 T en anglais. Il y en a qui se ressemblent beaucoup. Est-ce qu'on considère que c'est les mêmes ou pas? Ensuite, c'est ça la question. Tout ça pour dire qu'un son peut se produire de plusieurs manières. Et quand on est au courant de ça et qu'on sait quelle version existe, encore une fois, ça devient plus facile de les observer et de les produire. Un bon exercice pour ça encore, c'est de faire des transcriptions. On écoute un enregistrement de 2-3 secondes et on essaie de le transcrire, cette fois-ci de la manière la plus précise possible. On pourrait essayer de le transcrire avec une transcription phonétique, ou bien simplement en répétant, en se demandant qu'est-ce qui se passe dans ma bouche, qu'est-ce qui se passe dans la bouche de la personne que j'écoute. Dans la même veine, à peu près, les sons cachés. Je ne sais pas pourquoi il écrit boo ici, c'est une typo. Il y a plein de sons cachés en anglais. Et c'est passionnant à voir parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui sont présentes à l'oral qu'on ne nous explique nulle part. Je vais prendre un exemple avec le mot girl, une fille, girl. Il y a un son G, il
Il y a un son c'est un son typiquement américain. Ensuite, il y a un son L. Mais entre le et le L, il y a un choix, une voyelle très centrale, ce qui fait qu'elle fait Earl, Earl, girl. Et ce petit son caché là, peut-être qu'on n'est pas obligé de le faire, mais si on le fait, notre accent sera plus correct. Et surtout, si on fait attention à ça, notre oreille continue de s'affiner. Parfois, il y a des sons qui sont dans un accent, mais pas dans un autre. Parfois, il y a des sons qui fusionnent pour certaines personnes et pas pour d'autres. En anglais, on appelle ça les mergers, comme des fusions. En français, convergence phonémique. Et les splits, quand deux sons se séparent, on appelle ça des scissions. Il faut des exemples pour voir ça, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte par exemple que, en gros, aux États-Unis, l'ouest du pays et la majorité du pays fusionnent deux sons, alors que dans le nord-est du pays, ils font encore la distinction. C'est pas toujours aussi simple pour ça que ça dépend des locuteurs. Par exemple, talk ou talk. Ou un de mes exemples préférés, est-ce que je dis coffee, coffee, coffee? C'est un O plus marqué au sens où la mâchoire est assez fermée, la langue est assez haute. Coffee, coffee, coffee. Si je suis à New York, les lèvres sont encore plus arrondies. Coffee, I want coffee, coffee. Dans le nord-est en général, hors de New York, coffee, coffee. Ou est-ce que je dis coffee, coffee, coffee? Et là, la mâchoire est davantage ouverte. Alors on peut se dire, ouais, mais j'ai pas besoin de savoir tout ça, moi je veux juste parler et comprendre. Oui, mais si vous avez besoin de vous adapter facilement à plusieurs accents, ça va être beaucoup plus facile si vous connaissez ces différences-là. Faites-moi juste confiance là-dessus qu'on peut organiser les mots pour voir ce qui se dit dans un pays ou dans une région et pas dans une autre. Prononcer l'anglais avec un bon accent, surtout avec une bonne musique, il y a plein de choses différentes. Et le premier point, parce que c'est peut-être le plus négligé, je vais vous parler des pauses. Si vous voulez parler de manière fluide, et c'est vrai même dans votre langue natale, vous avez besoin de savoir où vous marquez vos pauses. Un bon orateur, quelle que soit la langue, saura s'arrêter au bon moment pour créer du suspense et pour capter l'attention des personnes qui l'écoutent. Et de manière plus banale peut-être, pour parler de manière claire, on veut grouper les mots de manière intelligente. Le problème du texte, encore une fois, c'est que quand on lit les mots, on ne sait pas forcément comment les grouper, ou peut-être qu'on va mettre des pauses partout où il y a un espace, alors que quand on parle, les pauses ne sont pas là où il y a des espaces à l'écrit. Souvent, il y a plein de mots qui sont groupés, et il y a des pauses entre des expressions, ou entre des segments de phrases. Et donc, savoir grouper les mots, ça veut dire au moins deux choses. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile d'enchaîner les mots, parce que vous savez, vous allez prendre votre pause. C'est beaucoup plus facile d'enchaîner quand on sait qu'on va avoir du temps pour récupérer sa respiration, récupérer son souffle à un moment. Et puis, ça va vous aider à fluidifier les choses, parce que vos groupes de mots seront plus fluides, et parce que votre rythme, de manière générale, sera meilleur. Et ça va aussi réduire votre stress, parce que si on est à court de souffle, ça augmente le stress. L'intonation, le rythme, c'est des choses super importantes qui sont souvent négligées. C'est des choses à creuser. C'est sûr. Alors forcément, c'est des choses dont j'aimerais parler dans un cours comme ça sur l'anglais oral, pour mieux comprendre et mieux parler. Moi, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui vous intéresse le plus. La prononciation, surtout au sens d'articuler. Alors, les consonnes, les voyelles, il y a autour de 40 sons dans les accents anglais. Moi, j'en dénombre 39 en anglais américain. Ça dépend. Tout le monde ne compte pas les choses de la même manière. Mais le fait est qu'il y a des sons plus importants que d'autres. Par exemple, le R, s'il y a un son important en anglais, quel que soit l'accent, c'est le R. Surtout le R à la fin des syllabes, parce qu'il se prononce ou il ne se prononce pas selon les accents. Et puis en anglais américain, le R est vraiment particulier. Alors, je vais vous donner 3 exemples de R. Le R français, c'est un R qui vient de la gorge. Et on en a plusieurs. Ils sont tous dans la gorge. Ensuite, on peut les faire durer plus ou moins longtemps. Et on peut faire vibrer dans les cordes vocales. Si on est francophone, il est facile à faire. Le R italien, qu'on peut aussi trouver dans le sud de la France, qu'on trouve aussi en russe, en hongrois et dans plein de langues. Le R roulé, il s'appelle.
piros, piros. Ça veut dire rouge en hongrois. Ou le mot, si je dis le mot rouge en anglais avec un accent italien, par exemple, red, 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 red. Et on a aussi le R américain. Alors comment il fonctionne le R américain? On pouvait le faire avec la pointe de la langue au niveau de l'endroit où on fait le S français. Red, red, red. C'est une manière de le faire qui n'est pas la plus courante et qui ne va pas nous aider à la fin des syllabes. Le R le plus courant en anglais américain, c'est songez, pensez à l'arrière de votre langue et mettez les côtés de votre langue contre vos molaires. L'avantage, c'est que vous pouvez le sentir. Vous pouvez regarder dans un miroir aussi. Est-ce que l'arrière de votre langue touche vos molaires? Et une fois que c'est là, l'avant de la langue a rien besoin de faire. Vous pouvez détendre la langue ou n'y pensez pas comme ça. Si vous n'y pensez pas, ça aide à la détendre. Concentrez-vous sur l'arrière de la langue contre les molaires et vous dites c'est ça le R typique américain. Des fois, on sait produire les sons, on a tendance à les négliger. Alors le S en anglais, il y a la moitié des gens qui utilisent la pointe de la langue et qui placent la pointe de la langue comme on la place en français, ce. Et genre la moitié des gens qui placent la langue en bas, ce. Mais le plus important, et le plus grand piège, la plus grande erreur pour les francophones, c'est qu'on a tendance à négliger le S à la fin des mots. Soit on l'oublie totalement, soit on le dit de manière tellement brève que les anglophones vont penser qu'on ne l'a pas dit. Si je dis le mot oiseau, par exemple, alors le S, le Z, c'est la même situation. Le but, ça va être de faire durer les S et les Z à la fin des mots. Si je dis birds, birds, there were a lot of birds. Et au début, on voudra exagérer. Ça sera peut-être un petit peu bizarre, mais au moins les gens l'entendront. On veut exagérer pour que faire ça devienne naturel. Et une fois que ça devient naturel, on le fera naturellement moins longtemps, mais suffisamment longtemps pour que les gens l'entendent. Il y a plein de sons intéressants en anglais. Par exemple, le A de trap ou de cat. A. C'est entre un A français et le A français varie beaucoup de l'avant vers il peut être à l'avant de la bouche ou à l'arrière de la bouche, mais c'est A de trap, et à l'avant de la bouche, il est entre un A et un E. Donc vous pouvez partir d'un point à l'autre jusqu'à trouver le son correct. Si vous n'entendez pas la différence au début, travaillez sur le fait d'écouter avec votre bouche et de vous amuser de passer d'un point à l'autre. Et à un moment, vous allez trouver ces points. Les sons, on sait faire les sons de toutes les langues. Par contre, à force de parler que notre langue natale, on s'habitue. Notre langue est vraiment efficace, elle va d'un point à l'autre, elle va à des points très précis qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont les sons qu'on a l'habitude de produire. Pour adopter un nouveau son, il faut simplement commencer à vous rendre compte que vous avez une marge de manœuvre et qu'au lieu d'utiliser les sons habituels, vous pouvez utiliser quelque part un son qui est à mi-chemin entre deux sons que vous connaissez, ou bien que vous pouvez prendre un son que vous connaissez, le baisser un petit peu ou le reculer un petit peu, ce genre de choses. C'est ça encore, écouter avec la bouche. Prononcer le texte anglais correctement, il y a plein de choses à dire là-dessus. L'orthographe anglaise est un vrai cauchemar. Trouver ces mots en anglais, là il y a plein de choses à dire. J'ai hâte de donner un cours là-dessus parce que c'est un sujet que je n'ai pas abordé tant que ça, je pense. Et il y a plein d'exercices, plein de mises en application, certaines dont j'ai jamais parlé. Laquelle je vais prendre il y en a qui peuvent sembler bizarres au début, mais si vous les testez, vous allez voir qu'elles fonctionnent. J'en prends une qui est peut-être plus simple et plus facile à adopter et qui est plus amusante. Le discours privé, je pense que c'est super intéressant, mais je vais plutôt parler de s'amuser à imiter. C'est une technique tellement simple et en même temps qu'on n'utilise pas forcément, que la plupart des gens négligent. S'amuser à imiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous regardez une série télé, au lieu de juste écouter et de juste lire ou activer les sous-titres,
eh bien vous essayez d'imiter. Encore une fois, vous essayez d'écouter avec la bouche, mais surtout vous essayez d'imiter. Alors, vous pouvez faire pause, répéter comme vous voulez, mais de manière plus détendue, si vous ne voulez pas trop stresser, parce qu'il y a plusieurs manières de s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner de manière intensive sur 2-3 secondes, et vous devez le faire, vous avez besoin de le faire si vous voulez vraiment progresser en écoute et en prononciation. Mais il y a aussi des moments où vous devez pratiquer l'anglais de manière plus détendue, vous écoutez une série télé, et de temps en temps, vous entendez une expression que vous trouvez assez cool. En ce moment, je regarde les Sopranos, en anglais, ils ont des accents vraiment particuliers du New Jersey. Et c'est super intéressant à écouter. Et c'est un peu dur parce que j'ai pas l'habitude d'écouter l'accent du New Jersey. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Et de temps en temps, j'entends une phrase qui est cool. Et j'essaie de l'imiter. Tony, Tony. Je sais pas, la femme qui appelle Tony dedans. Le personnage le plus cool dedans, c'est Tony Soprano, évidemment. J'ai pas d'expression en tête. Mais c'est lui que j'imite le plus dans la série. J'entends une phrase cool et je la répète. Souvent, il va chez la psy dans la série. Et du coup, il dit quelque chose. Il y a un petit moment, un petit temps de pause, et puis la psy répond. Et l'avantage, c'est que vu que c'est un dialogue avec des temps de pause entre deux répliques, ben j'ai le temps de répéter comme ça. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire sur tout ce que vous faites, que ce soit des podcasts, Spotify, YouTube. Et même si ça va vite, peut-être que sur la phrase d'après, vous écoutez ce qui vient après tout en répétant, ou peut-être que vous n'écoutez pas totalement. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous amuser à imiter, parce que c'est l'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle est amusante. Et on commence à se sentir américain ou local. Alors, je sais qu'il y a des sentiments relativement anti-américains en France. Je dirais que la solution à ça, si vous sentez qu'une forme de patriotisme ou un sentiment de supériorité culturelle vous empêche d'imiter les accents, vous pouvez prendre un autre accent qui vous plaît davantage, ou simplement concentrez-vous sur chaque individu. Chaque individu est unique, et quand on se concentre sur une personne à la fois et sur ce qu'elle fait, c'est là qu'on commence à se passionner. Comment elle bouge les lèvres, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle est à la hauteur de sa voix. Et il y a des voix que vous allez aimer, il y a des voix que vous n'allez pas aimer. Mais d'être curieux, on ne peut pas être curieux et dans le jugement en même temps. Quand on devient curieux, on s'ouvre et on apprend des choses. Je vais arrêter ici sur l'aperçu du programme. J'en suis déjà, je dois en être déjà au moins à 20 minutes de vidéo. Je vais juste vous dire quelques mots sur d'autres choses que je voudrais couvrir tout au long du programme. J'aimerais faire un cours interactif où vous me posez vos questions, on bosse ensemble, on bosse sur des extraits, on apprend à écouter avec nos oreilles et surtout avec notre bouche pour apprendre à imiter et à apprendre à articuler. Voilà, donc c'est ça que j'ai en tête. L'idée, ce serait de faire 5 modules, donc des cours de 60 minutes suivis de 30 minutes pour les questions-réponses et pour appliquer davantage ce qu'on a vu. Donc ça va être un cours très en petit groupe, très limité, 30 à 60 participants maximum. Il y a déjà 1500 personnes qui se servent de Click and Speak. Il doit y avoir 3000 personnes qui ont utilisé mes formations ou mes livres jusqu'ici. Mais voilà, 30 à 60 participants, c'est une bonne taille pour avoir un petit groupe où on se connaît un petit peu et surtout pouvoir assurer le suivi. Et des petites questions, c'est quel devoir inclure après chaque module. Il y avait des petites idées au-dessus. Dites-moi si vous en avez en plus et dites-moi sur quoi vous aimeriez bosser, évidemment. Le but, c'est que ce soit interactif, de bosser sur des choses qui vous servent. Et voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Dites-moi par email sur quoi vous aimeriez bosser ou bien avec des commentaires sous la vidéo YouTube. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je ne poste pas beaucoup sur YouTube, mais je finis par corriger ça. Et voilà, bonne soirée, amusez-vous bien, faites une session d'anglais et je vous dis à bientôt.